Ce que j'ai l'intention de vous présenter aujourd'hui, c'est pas, comment dirais-je, le cycle de l'eau pour les nuls avec cette image-là, ni la sociologie pour les nuls, mais peut-être le regard du sociologue, et Denis Sald qu'on poursuivra, le regard du sociologue sur les questions relatives à l'eau. Je travaille depuis un certain temps en aménagement du territoire, aménagement urbain en particulier. Je fais de la sociologie de l'environnement. Et c'est à travers cette sociologie de l'aménagement et de l'environnement, je me suis intéressé à l'eau. Le plan que je vous propose est le suivant. Les problèmes de l'eau, bien sûr, comment un sociologue les voit. D'abord, une dimension contextuelle historique, la nouvelle gouvernance de l'eau. Et un peu pour faire plaisir à Mme Laberge, je vais un peu parler de la politique nationale de l'eau, jusqu'au bassin versant. Peut-être qu'elle n'aimera pas la partie plus... pour ce qui est des mérites de la politique de l'eau, elle va sûrement aimer. Pour ce qui est des limites, peut-être que vous ne serez pas toujours d'accord avec moi. Ensuite, deux études de cas qui ont été menées par un étudiant qui a travaillé avec moi, qui a fait son mémoire sur deux bassins de versant, les comparant, tout proche de Québec, de la rivière Chaudière d'une part et de la rivière Montmorency d'autre part. Et puis peut-être à la fin, terminer sur différents scénarios de la gouvernance de l'eau par bassin versant. Je crois que c'est intéressant de s'intéresser comme sociologue et pas juste comme praticien ou législateur ou membre de l'administration publique à ce que sont les bassins versants, mais aussi un peu de l'extérieur, comme sociologue, regarder les bassins versants comme nouvelle forme institutionnelle, géo-institutionnelle, si je peux me permettre l'expression, qui est en train de s'implanter graduellement au Québec. Il y a des expériences de comités bassins qui ont précédé la loi, mais aujourd'hui, c'est devenu une obligation, en quelque sorte, d'avoir des comités de bassin qui préparent un plan directeur de l'eau et qui gouvernent et gèrent l'eau en concertation. L'eau, bien sûr, une représentation dans le monde. Je mets cette carte-là parce qu'elle est intéressante. Donc, c'est quelques images avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet. On voit le Canada où c'est plus foncé, abondance évidente de l'eau, tout le monde le sait. C'est un des pays qui en a probablement le plus, avec le Brésil, soit dit en passant. Les grands bassins versants du Canada, mais notamment, j'attire votre attention sur la carte de gauche, le grand bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, les différents grands bassins hydrographiques du Canada en même temps. Les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent sont intéressants en particulier parce qu'une bonne partie de ce grand bassin versant-là est à la frontière américano-canadienne et depuis 1909, si ma mémoire est bonne, une commission mixte internationale gère justement les conflits qui peuvent surgir, la circulation de l'eau en quelque sorte entre les deux pays. Ensuite, l'eau prélevée dans le monde. Encore une fois, le Canada se situe comme un des grands consommateurs d'eau par habitant avec les États-Unis et d'autres pays. On a l'impression qu'on vit en abondance, mais ce que j'entends depuis hier sur la région de Québec ou d'autres régions, c'est finalement, il y a aussi des problèmes d'eau maintenant et encore à l'horizon. L'eau et l'art européen, l'art canadien. Et puis, finalement, bon, on rentre dans le vif du sujet. Pour un sociologue, c'est quoi l'intérêt de l'eau? Il y a plusieurs raisons, plusieurs choses qui nous intéressent. C'est qu'il y a un lien évident entre l'eau et l'aménagement du territoire. Et si c'est un domaine qui n'est pas envahi par les sociologues, c'est quand même un domaine d'aménagement du territoire, en particulier l'aménagement urbain, dans lequel les sociologues ont eu une contribution à faire. Il y a un lien évident entre l'eau et le développement, on le sait par l'irrigation, on le sait aussi par l'aménagement des grands barrages hydroélectriques. Bonne partie de la politique économique du Québec dans les années 50, 60 et même 70 était fondée justement sur ces aménagements hydrauliques. L'eau et la santé, on en a parlé hier, c'est intéressant. Il y a des risques, l'eau est la vie, mais l'eau aussi peut être la mort. Il y a des risques qui arrivent avec des eaux polluées. L'eau a, je crois, un lien naturel aussi avec le développement durable, l'accès à l'eau. C'est un pas vers une réduction des inégalités écologiques. Les grands organismes internationaux, les sommets mondiaux sur l'environnement réitèrent régulièrement cette idée que l'accès à l'eau est un enjeu mondial important et ça permet de réduire des inégalités écologiques qui sont produites par les activités humaines, par les actions, les décisions humaines qui peuvent aussi être produites par des environnements différents.
C'est un test aussi dans la répartition et l'accès à l'eau pour concilier au moins deux éléments du développement durable, équité et économie. Et de manière générale aussi, on en a parlé abondamment aujourd'hui, c'est aussi la question de l'eau liée à l'intégrité des écosystèmes aquatiques, qui est aussi un enjeu du développement durable et plus largement un enjeu de l'environnement. C'est aussi, l'eau, un objet de connaissance sociologique. Je regarde un peu dans mon département, il n'y a pas eu beaucoup de travaux sur l'eau, il y en a depuis un certain temps, parce que l'eau a pris une sorte de conscience plus grande dans la population, les gouvernements ont réagi, etc., et ça a incité des étudiants de sociologie qui, dans le passé, s'étaient peu intéressés à l'eau, et je ne voudrais pas généraliser à tous les départements de sociologie et à tous les jeunes sociologues en formation, mais peu se sont intéressés à l'eau jusqu'à tout récemment. Et depuis une dizaine d'années, on voit mémoires, thèses commencer à émerger et à être produits sur la question de l'eau. En quoi s'intéresse un sociologue? Ça, c'est le regard du sociologue. Bien, il y en a plusieurs manières de regarder. Il y en a, j'en indique trois, mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs manières de regarder la question de l'eau dans une perspective sociologique, comme conflit. L'eau est très souvent conflictuelle, c'est un enjeu conflictuel, on parle des conflits d'usage, mais derrière les usages, il y a des acteurs qui ont des revendications, si je peux dire, des demandes sur les ressources en eau, et très souvent, ça entre dans des conflits qui peuvent durer et perdurer, ce qu'on appelle dans notre jargon de sociologue de faire une écologie politique de l'eau ou de l'environnement de manière générale. On le regarde aussi quand les nouveaux problèmes de l'eau apparaissent sous l'angle des controverses socio-écologiques. Il est rare que lorsqu'un problème d'environnement surgit, apparaît, tous les acteurs se mettent d'accord. Au contraire, ça prend une longue période, je dirais, d'acclimatation les uns aux autres, d'appropriation du problème, de bien le définir, de bien voir l'étendue, de bien voir aussi, et je dirais même surtout, les implications sur les pratiques déjà en cours. Et dans la recherche de solutions, il arrive rarement que les acteurs s'entendent du premier coup. Ça prend un certain temps avant qu'on arrive à trouver des solutions. Et je pourrais donner des exemples autant locaux que globaux, comme les changements climatiques, où on voit pendant des années, voire des décennies, un problème soumis à une controverse, en quelque sorte. Et on a du mal à décider. Et puis, il y a une autre approche au sein de la sociologie qu'on appelle la thèse de la modernisation écologique. C'est la prise en compte, en quelque sorte, de l'environnement comme un des facteurs les plus importants, peut-être pas le plus important, mais les plus importants dans les décisions, à la fois privées et à la fois publiques. Et c'est une perspective à plus long terme, en quelque sorte. L'idée, grosso modo, c'est comment la modernité, qui a engendré beaucoup des problèmes d'environnement que l'on connaît aujourd'hui, commence graduellement et de plus en plus à prendre en compte les questions environnementales et les intègre dans ce qu'on appellerait une modernisation ou une modernité écologique. C'est une thèse qui, soit dit en passant, est très discutée en sociologie et ailleurs, dans d'autres disciplines, mais en même temps très contestée. On la perçoit parfois comme étant trop scientiste, technocratique, etc. Mais elle fait son bout de chemin quand même. Les différentes conceptions et représentations de l'eau, il y en a quelques-unes, d'ailleurs on en a parlé hier et aujourd'hui, un bien ou un patrimoine commun de l'humanité, dans l'esprit d'une responsabilité intergénérationnelle et de partage, c'est très développement durable. Mais en réalité, il y a des problèmes à ce partage-là, quand on prenne uniquement le rapport entre les États-Unis et le Canada. Le Canada a beaucoup d'eau, les États-Unis, dans certaines régions, en manquent. Est-ce qu'éventuellement, il y aura une pression pour utiliser ou transférer de l'eau massivement du Canada vers les États-Unis? Dans le cadre de la négociation de l'ALENA, la question s'est posée. Beaucoup de Canadiens et les pouvoirs publics ont été alarmés, se sont inquiétés, se sont dit il faut peut-être protéger nos ressources, que les Américains fassent leur propre économie d'eau avant de venir l'épuiser chez nous. Alors, cette belle idée très généreuse, qui n'est pas fausse à la base, quand on arrive dans les applications pratiques, pose beaucoup plus de problèmes et engendre des conflits qui ne se résolvent pas toujours facilement. Patrimoine collectif national, Paul Allais en a parlé hier, je pense que c'est assez évident. L'État n'est pas propriétaire de l'eau, mais les fiduciaires, les gérants en quelque sorte de l'eau, et il le fait pour le bien public. Et
en étant représentant de la collectivité nationale. Bien privé aussi, bien que l'eau ne soit pas très souvent privée, quelques cas, quelques exemples bien sûr, il faut quand même voir que l'eau, qui est un bien privé, suit des logiques qui sont un peu différentes que lorsqu'on définit l'eau comme une propriété collective nationale. Ensuite, d'autres manières de voir, bien quasi privés, j'utilise cette expression-là parce qu'il y a parfois des plans d'eau, des grands réservoirs de barrages, qui, sans être de propriété formelle privée, sont plus ou moins utilisés comme si c'était une propriété privée. Certains collègues climatologues se reprochaient à Hydro-Québec de ne pas rendre publiques les données sur les variations des grands réservoirs derrière leurs barrages, pour des raisons, on en a évoqué hier, le secret dit industriel ou secret d'affaires, peu importe. Et pour ce climatologue, ça semblait quelque chose d'un peu curieux, puisque l'eau n'était pas la propriété d'Hydro-Québec. Bien communautaire aussi en même temps. Une autre façon de voir les choses, l'eau peut être un bien communautaire, commune à un groupe particulier, dont on peut limiter à d'autres groupes l'accès, puis ce groupe se donne des règles de régie interne, d'utilisation, de protection interne. Et là, je pense que les travaux d'Elinor Ostrom ont beaucoup influencé cette approche d'appropriation communautaire d'un enjeu pour éviter les problèmes d'épuisement des communaux. Et bien universel, bon, les mers qui sont régies par des conventions internationales. Souvent, l'eau des mers nous intéresse par ses ressources, les poissons en particulier, mais si vous pensez qu'avec les changements climatiques, si on est convaincu qu'avec les changements climatiques, il y aura des modifications des océans importantes, comme l'acidification, ou encore le déplacement des grands courants marins, ben, c'est peut-être l'eau et la mer en général qui deviendra un enjeu, dans ce cas-ci probablement global et mondial. Alors, une brève histoire de l'eau gérée, de l'eau aménagée ou de l'eau appropriée collectivement par différents acteurs d'une manière très différenciée. Manuel Rodriguez disait, bon, dans un pays comme le Québec ou le Canada en général, les populations extra-urbaines sont très dispersées. Souvent, les problèmes de l'eau sont peu importants, ça ne veut pas dire qu'ils sont absents. Et ils deviennent de plus en plus importants, et on l'a vu dans l'histoire récente du Québec lorsqu'il y a intensification de l'agriculture. L'eau et les villes, je dirais, se sont mutuellement apprivoisées. Pour vivre en ville, il faut de l'eau pour l'alimentation, la propriété personnelle, l'hygiène publique, protection des incendies, les jeux d'eau, miroir dont on parlait tout à l'heure, l'élimination dans le passé au moins de certains déchets. Et la ville a été un lieu d'expérimentation, je dirais grosso modo depuis longtemps, mais une intensification de l'expérimentation des techniques de l'eau à partir d'une phase forte d'urbanisation et d'industrialisation, 1850 à 1950 au Québec et dans l'ensemble du Canada, où là, véritablement, se développent des grands réseaux techniques de l'eau intégrés pour l'approvisionnement et l'assainissement de l'eau, et ça fait partie des responsabilités, Manuel Rodriguez l'a rappelé, des responsabilités des municipalités. L'eau gérée, donc, au Canada a d'abord été peut-être une eau urbaine, gérée, donc, à partir de la mi-19e siècle, à cause de la croissance urbaine très rapide. Il y a des problèmes sanitaires qui se posent dans les villes de Québec et de Montréal, même dans les villes intermédiaires. Ce n'est pas un phénomène québécois ni canadien, c'est plus universel à l'ensemble des villes qui s'industrialisent et s'urbanisent rapidement. Une sorte de théorie qui ont cours jusqu'au jour où on se rend compte que il faut l'eau contaminée conduit à des maladies et qu'il faut probablement intervenir pour décontaminer cette eau. Et je rappelle qu'en 1910, assez tardif quand même, mais la connaissance n'était peut-être pas au rendez-vous, Montréal et Toronto commencent à filtrer puis chlorer leur eau. C'est assez tardif ou relativement tardif. Problème aussi des incendies. Bon, je dirais pour les municipalités sont de plus en plus impliquées dans la gestion de l'eau. Parfois, les techniques de l'eau, les réseaux techniques de l'eau mis sur pied sont mis privément. Avec le temps, souvent, ils font faillite ou sont intégrés dans des ensembles municipaux plus larges, de telle sorte que les municipalités prennent en charge ces réseaux techniques urbains. Et je dirais, durant cette longue période, c'est assez curieux, en termes de gouvernance, il y a une professionnalisation très, très forte de la gouvernance et de la gestion de l'eau. Il y a une distinction que je fais entre gouvernance et gestion.
Gestion est plus du domaine opératoire. Gouvernance est plus du domaine des orientations, des visions en quelque sorte, une projection vers l'avenir. Et donc, les municipalités, oui, mais aussi les municipalités se professionnalisent l'administration en général, mais professionnalisent aussi l'administration ou la gestion de l'eau. Je fais un saut temporel parce que c'est assez important, ça nous rapproche du temps présent. La fin des années 70, on va apparaître au Québec, qui était d'ailleurs en retard par rapport à d'autres provinces canadiennes, notamment l'Ontario, un vaste programme d'assainissement des eaux pour combler un peu le retard qu'on avait pris. Tout semblait aller au fleuve, et puis le fleuve était en très mauvais état. Et donc, on a investi assez massivement dans à peu près toutes les municipalités, parfois avec des réseaux techniques surdimensionnés, mais quand même, on était dans une période de croissance relativement optimiste. On se disait, bon, les villes, même les plus petites, vont devenir grandes. Et puis, l'expertise de l'eau continue de se développer. Je dirais, ce qui s'ajoute, bien que ce soit présent précédemment, une expertise à caractère économique. Les travaux sont coûteux. Ils s'étendent sur l'ensemble du territoire. Donc, en termes d'aménagement et de gestion de l'eau, les spécialistes, les professionnels ont besoin de cette expertise et de développer une expertise à caractère économique. Combien ça coûte? Et quelle est la meilleure manière de les répartir, ces réseaux techniques? Dans les années 70, à la fin des années 70, l'eau prend encore beaucoup d'importance liée à l'aménagement du territoire. Puis il y a une tentative, peut-être l'une des premières tentatives, selon Bibeau, qui a fait une thèse de doctorat sur la question, de gérer de manière intégrée l'eau. Et l'expérience, le ministère met de l'avant une expérience de la Yamaska. On essaie de gérer de manière intégrée, selon différents usages, en fonction de la variété des acteurs, cette rivière Yamaska ou ce bassin versant. L'auteur qui a fait une thèse doctorale là-dessus arrive plutôt à un constat d'échec, ou mi-échec, si vous voulez. Bien sûr que les acteurs ont appris, même s'ils ont eu beaucoup de difficultés à collaborer entre eux, ça pourrait véritablement donner des résultats, mais peut-être que ça a été le moment où s'est implantée une gestion intégrée de l'eau, dans les administrations, mais aussi dans les acteurs locaux, chez les acteurs locaux. Ensuite, bon, ça, je passe rapidement là-dessus, ce serait un exposé à faire, absolument intéressant à faire sur le plan d'Action Saint-Laurent, qui a changé de nom depuis une trentaine d'années, qui développe ou cherche à développer une gestion intégrée de l'eau, une vision aussi, je dirais, écologique ou écosystémique du fleuve. On pense et on vise à une gestion par écosystème, ce qui n'est pas forcément facile, soit dit en passant, parce que les écosystèmes ne regroupent pas forcément les instances administratives et politiques. Et puis, ce qui est intéressant dans ce plan d'Action Saint-Laurent, c'est qu'on demande la participation locale. On demande une participation active des acteurs locaux, y compris des associations locales, avec lesquelles le plan d'Action Saint-Laurent, qui est une entente fédérale provinciale dans le cas du Canada, donc qui demande une implication locale dans ce qu'on appelle l'implication communautaire ou l'engagement communautaire. Je dirais, il y a d'autres expertises qui naissent autour de la gestion de l'eau et de la gouvernance de l'eau. Elles demeurent toujours techniques parce que ce que fait le plan d'Action Saint-Laurent en particulier, c'est qu'il fait une cartographie quasiment complète du fleuve et des Grands Lacs, bien sûr. Mais ensuite, il y a une expertise, je dirais, sociale, une habitude d'engagement social par l'implication communautaire, ce qui est devenu les ZIP, les zones d'intervention prioritaires, qui existent encore aujourd'hui, qui sont très variables les unes des autres, mais qui sillonnent en quelque sorte les deux côtés du fleuve Saint-Laurent jusque dans le Golfe. La gouvernance de l'eau. Alors, un sociologue ne peut pas, comme le politologue, en quelque sorte, passer à côté de la question de la gouvernance. Je vous disais, gouvernance, il y a plusieurs définitions de gouvernance. D'abord, la distinguer de la gestion. Et puis, on voit apparaître dans la littérature, les auteurs ne s'entendent pas là-dessus, plusieurs définitions de la gouvernance. D'abord, ceux qui disent la gouvernance, c'est la nouvelle gestion publique, qui s'inspire de la gestion privée dans les administrations publiques. Ça me semble une définition un peu étroite. Il y a d'autres qui définissent la gouvernance en termes plus normatifs, qui parlent de gouvernance, de bonne gouvernance. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir une bonne gouvernance, supposant que les autres gouvernances étaient un peu négatives ou mauvaises, en quelque sorte. Et puis, il y a d'autres qui disent, bien, la gouvernance, c'est la décision sans le gouvernement. Ça me semble une définition encore plus étroite, qui s'applique, que des auteurs britanniques ont mis de l'avant, mais qui s'applique davantage
qui s'applique, je crois, davantage à la situation britannique. Et puis, je préfère revenir à des définitions plus simples, plus universelles, plus larges, que j'utilise à partir de Test, qui est quasiment Jacques Test, que vous connaissez probablement, qui définit la gouvernance un peu comme le dictionnaire la définirait, un processus par lequel l'autorité est exercée. Et le pouvoir, bien sûr. Mais ce qui est intéressant quand on regarde la gouvernance du point de vue sociologique, c'est avec qui et comment. Les instruments sont importants, mais les mécanismes de participation, parce qu'on s'intéresse avec qui, les mécanismes de participation aussi. Donc, je dois faire vite parce que je saute cette question-là parce que quand on parle de gouvernance, oui, c'est des orientations, c'est des qui, c'est des personnes, des acteurs qui participent, mais c'est aussi des instruments, ou c'est aussi des moyens. En matière d'environnement, on est passé des instruments à caractère législatif, réglementaire, normatif, qui demeurent toujours. On a vanté des instruments à caractère fiscal et économique. Et puis, il y a une littérature qui se développe en disant qu'il y a aussi des mécanismes non traditionnels de gouvernance environnementale, peut-être dans le domaine de l'eau, où différents groupes d'acteurs, je donne des possibilités ici, collaborent entre eux, privé-public, privé-associatif, associations, entreprises, communautaires, etc., qui s'intéressent à l'environnement et développent des mécanismes, des modes, des mécanismes de gestion et de gouvernance de l'environnement. Et je mettrais les OBV, où se trouvent-elles là-dedans? Probablement comme une organisation relativement hybride. Je passe vite. Alors, c'est un peu ce qui nous guide. Je passe donc... il y a la politique de l'eau sur laquelle je pourrais revenir, qui est intéressante, qui reconnaît des enjeux importants, reconnaître comme un bien et un patrimoine collectif, l'eau, assurer la protection et la santé publique des écosystèmes aquatiques, la gérer en termes intégrés. Et là, je donne deux citations. D'abord, ce qu'on entend par gestion intégrée. Et j'ajoute une autre citation qui est l'approche écosystémique. Pour ceux qui s'intéressent à cela, dans le domaine forestier, dans le domaine de la biodiversité, c'est un peu l'approche qui est proposée par des auteurs, des scientifiques, mais aussi de plus en plus par des organismes qui sont chargés de milieux physiques particuliers. Et les deux choses sont souvent confondues dans la littérature. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de savoir qu'est-ce qu'on entendait par gestion intégrée, qu'est-ce qu'on entendait par gestion écosystémique. Il y a encore beaucoup de confusion, mais j'essaie par ces citations-là de lever les confusions et d'arriver à des précisions. Les orientations de la politique de l'eau, vous les avez. Vous savez aussi, on l'a rappelé hier, que la politique de l'eau créait, en vue d'une gestion intégrée de l'eau, sur des territoires définis par des bassins versants, 33 unités qui sont passées à 40 par la suite, plus grands bassins. Je rappelle que les professionnels du ministère, selon une enquête que Brun et Lasserre ont faite, auraient préféré 10 expériences pilotes avant de passer à 33, puis finalement à 44. Et puis d'autres éléments, instaurer des instruments économiques, la tarification notamment, l'utilisateur-payeur, le pollueur-payeur, renforcer les partenariats, bien sûr, notamment avec, à l'échelle internationale, dans le cadre du fleuve et des Grands Lacs, bien sûr, mais aussi avec les nations autochtones et les communautés autochtones, qui étaient un peu exclues depuis très longtemps des enjeux aménagistes et environnementaux, sauf très proches de chez eux. Alors, souvent, ils sont habitants d'un bassin versant et donc peuvent être associés à la gouvernance et à la gestion d'un bassin versant. Voici les 33 premiers bassins, les 40, les grandes régions hydrographique. Et puis, bon, le ministère du Développement durable et de l'Environnement se préoccupe de l'avenir, de responsabilité intergénérationnelle. Qu'est-ce qu'un bassin versant pour les enfants? Donc, les sensibiliser à l'eau dès maintenant. Les mérites de la politique nationale de l'eau, ils sont nombreux. D'abord, une politique existe, l'innovation cognitive, l'approche écosystémique qui n'était pas très répandue à ce moment-là, conception multi-usage, puis, je pense, l'innovation géo-institutionnelle, à la fois le bassin versant et l'organisme pour le gérer, sont des éléments importants de la politique. Oups, pardon. L'approche écosystémique, ceux qui veulent regarder ça, qu'est-ce que la littérature en dit, comment on la définit? La définition peut-être la plus proche que je connaisse, c'est celle qui est donnée par la commission Coulomb, qui ne portait pas sur l'eau, mais sur la forêt, mais qui est une belle définition de ce que c'est que l'approche écosystémique telle qu'on se la représente aujourd'hui. Bien sûr que la politique a des mérites,
mais elle a aussi des limites. Les aménagements hydrauliques en sont exclus. Du moins, c'est comme ça qu'on l'a critiqué en 2002-2004, grosso modo. Le captage massif pour la vente ou l'exportation d'eau est mieux encadré aujourd'hui qu'il l'était en 2002. Les effets de l'agriculture restent une grande partie de la responsabilité plutôt locale, alors certains acteurs ont voulu que ce soit une responsabilité nationale ou provinciale. Les budgets sont faibles, quoique ça a augmenté, accordés aux OBV. Et puis, peut-être aussi le problème du couplage ou découplage avec les structures administratives gérant l'environnement et l'aménagement déjà en place. Bon, je suis obligé de faire rapidement. La question des changements climatiques non plus n'est pas très évidente, mais je vais passer à l'étude de cas très rapide. Donc, je m'appuie sur un travail de mémoire d'un étudiant de sociologie, Francis Gagnon, qui a étudié 2008-2009 en quelque sorte, la participation, les acteurs dans 2 organismes de bassin versant, comité de bassin de la rivière Chaudière, Covaric, puis conseil de bassin de la rivière Montmorency, bon, je donne qui sont représentés ici. À quelle conclusion il arrive en quelque sorte? Il y a des critères ou une grille, l'univers social, l'état des connaissances, l'enjeu de gouvernance, l'option choisie. Il arrive à caractériser le premier des bassins comme un bassin relativement conflictuel, où les acteurs sont relativement en conflit les uns avec les autres, même si ça fait plus de 10 ans, voire même 20 ans qu'il y a des relations entre eux. Et ils ont, en quelque sorte, une option à construire. On s'entend pour réhabiliter la rivière, mais il faut la construire parce que les usages sont plutôt conflictuels, qui l'oppose à la rivière Montmorency, qui, elle, est beaucoup moins conflictuelle. L'univers à la fois physique, d'une certaine manière, et l'univers social relativement stable. On connaît relativement bien le milieu. L'expertise est acceptée de tous, alors que dans l'autre cas, elle est parfois contestée, notamment des agriculteurs. Et c'est un bassin qui se définit plus en termes, non pas de réhabilitation, mais de conservation. Et Francis Gagnon avait observé que peut-être les membres qu'il avait interviewés étaient plus ou moins conscients, là je dis ça avec beaucoup de réserve, du moins en 2008-2009, des pressions de l'urbanisation sur le bassin versant. Je termine avec quelques conclusions, si vous me permettez. La gouvernance participative dont on parle beaucoup en environnement, on l'observe dans les 2 organismes de bassin versant, mais elle est très différenciée. Elle est très forte au Covaric, en particulier à cause des conflits. Elle est présente, mais un peu plus faible dans le cas de la Montmorency, peut-être parce qu'il y a moins de conflits, justement. Faible financement, c'est un peu réglé. Les acteurs se disaient, on n'arrivera jamais à faire ce qu'on nous demande de faire avec le financement que l'on obtient, mais depuis lors, il y a eu une augmentation du financement. Ce qui est intéressant aussi, en élargissant les bassins, il y a un regroupement en plus des organismes de bassin versant. En élargissant les bassins, je pense qu'on crée des conditions pour l'échange d'expérience et d'expertise entre les organismes de bassin versant quand ils seront encore mieux institutionnalisés, mieux établis. Ça, c'est une chose qui intéresse beaucoup les sociologues, à savoir, des fois, ces organismes de bassin-là sont des construits temporels relativement fragiles, comment ils s'institutionnalisent et se développent avec le temps pour acquérir compétences de différentes natures, à la fois techniques, mais aussi sociales, en termes de négociation. L'approche écosystémique que l'on voit partout dans les documents, quand on interviewe, du moins à cette époque-là, 2008-2009, les acteurs, ne savent pas trop quoi en faire. Soit dit en passant, j'ai observé la même chose dans le domaine forestier. Le lien avec l'aménagement du territoire peut être, du point de vue des acteurs, source de conflit. Mais on voudrait, parce qu'il y a des autorités responsables de l'aménagement du territoire, les MRC, les municipalités, on voudrait éviter justement ces conflits. C'est un peu le rôle ou le projet que peuvent se donner les organismes de bassin versant d'éviter les conflits avec les municipalités. Et dernier élément, c'est une question qu'on avait au point de départ. Comment les organismes de bassin versant prennent en compte les changements climatiques, comment ils réagissent à l'égard des changements climatiques éventuels? Ce n'est pas quelque chose qui est apparu beaucoup dans les entretiens que Francis Gagnon a eus avec les acteurs des bassins versants. Merci.